Bonjour et bienvenue dans cette 7e partie. Donc précédemment nous avons créé une page, puis nous lui avons associé son style, ce qui nous donnait ceci. Donc voilà. Donc là on va créer d'autres pages, tout bonnement. Et on va pour un premier temps voir encore quelques petits trucs au niveau du CSS, notamment quelques nouvelles propriétés. Et puis ensuite, dès qu'on aura vu ces petites choses, on mettra en style la page 1, 2, on verra bien laquelle on prendra. Donc par contre, ce qui va être plutôt pratique à faire, ça serait d'enclencher Live Reload. Alors Live Reload, c'est un système qui permet d'actualiser la page automatiquement. Alors pour cela, vous allez sur internet, Google, et vous tapez Live Reload, comme ceci. Puis vous allez sur le site de Live Reload. Ensuite, vous téléchargez la version pour Windows. Donc vous cliquez ici, et ça vous télécharge Live Reload. Ensuite, comme tout programme, vous l'exécutez, vous l'installez. Donc ça, voilà. Donc moi je vais pas l'installer parce que j'ai déjà installé. Donc une fois que vous l'avez installé, vous pouvez ouvrir le programme Live Reload. Après un petit moment, il devrait s'afficher. Voilà. Donc précédemment, j'avais d'autres projets que j'avais mis, donc temporairement, je vais les enlever. Voilà. Donc par défaut, vous êtes sur ça. Donc ici, il faut qu'on ajoute un dossier. Donc nous, notre dossier actuellement, il est dans notre espace de travail. Donc ça va être dans développement pour moi, workspace, projet CSS3, et notre dossier c'est test. Donc je pourrais copier l'adresse de ce dossier. Et ici j'ajoute, là il va falloir que j'aille rechercher mon dossier du coup. Serveur, développement, projet et test. Je dis OK. Donc là il se passe rien, donc je dois cliquer sur test. Et ici on me dit qu'il va falloir que j'installe l'extension pour mon navigateur. Donc je clique là-dessus. Et là on peut l'installer pour Safari, Chrome ou Firefox. Donc moi c'est pour Chrome, donc vous cliquez selon votre navigateur, puis vous installez votre navigateur certainement qui va vouloir redémarrer. Une fois ceci fait, vous aurez une nouvelle icône qui va apparaître dans votre navigateur, comme celle que je vous fais voir. Donc tout simplement ce qu'il y aura à faire, c'est garder cette page, plutôt l'adresse du site, donc je vais rester uniquement sur test. Mais là c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de serveur. Je vais rester sur 8000 ED, voir ce que ça donne. Donc on va rester sur test. Donc ouais, c'est un petit peu bizarre, mais bon. On va garder cette adresse. On va activer Live Reload, comme il me dit. Enable, ça veut dire l'activer. Donc il se passe pas grand chose une fois que vous l'avez activé. Seulement si vous replacez le curseur, il vous dit qu'il est connecté et que si je veux le désactiver, je reclique. Donc maintenant que ce programme est connecté, ici je peux le voir, il me dit qu'il y a un browser de connected, c'est-à-dire qu'il y a un navigateur de connecté sur mon projet de test. Donc ça je peux le réduire, j'en ai plus besoin.
Et ici, logiquement, si je regarde dans mon explorateur de projet, que je me mets dans test, il doit m'afficher le fichier index.html. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'affiche pas vraiment ce dossier, parce qu'il ne met pas le style. Donc c'est un peu étrange. Là, c'est pas des liens, c'est simplement des encres. Donc je vais bien lui dire index, hein, du coup. Non, c'est dans test. Index.html pour retrouver ma page. Donc là, il est toujours connecté, il n'y a pas de souci. Donc si je change par exemple page 1 en page 25, comme ça, je vais un petit peu le réduire pour qu'on voit le changement en même temps. Donc, hop, je réduis un petit peu. Et ici, dès que je vais enregistrer mon document, bah, le navigateur, là, page 1 va changer en page 25, tout seul. J'enregistre et c'est passé à page 25. Donc ça m'évite d'actualiser à chaque fois que je veux faire un changement. Donc là, vu que je suis sur ma page d'index, et que celle-ci était un petit peu stylisée, donc ça je vais remettre page 1, donc je vais utiliser le raccourci CTRL S pour enregistrer, ça actualise en même temps comme on le voit. Et cette page d'index, bah, je vais simplement la copier, donc il n'y a pas de dupliquer ici, donc je vais copier, et dans test, je vais la coller. Donc cette page qui est une copie d'index, je vais l'appeler page 1. Et je vais ouvrir cette page 1. Donc cette page 1 contient les mêmes éléments qu'il y avait dans mon index. Donc tous ces paragraphes, ces blocs et ces articles. Donc pour le début, comme j'ai dit qu'on allait voir une petite chose, donc tout ce qui est la partie section, je vais l'enlever. Et même l'autre partie au-dessus de section, je vais l'enlever aussi. Le but est de garder juste la div qui a la classe conteneur, avec une autre div qui va avoir la classe contenu. Voilà. Là-dedans, je vais avoir un paragraphe qui contiendra une image. Plus du texte, donc du lorem, avec 25 mots. Voilà. Donc je vais remettre un petit peu le code comme il faut. Donc c'est vrai que j'aurais pu appliquer le format source, mais je sais pas si ça me met bien. Ouais. Donc mon image, bah, je vais utiliser toujours le même site, donc http://lorempixel .com faut pas oublier ça. La largeur 150, la hauteur 70. Et c'est tout pour l'image. Donc là je peux l'appeler illustration, photographie ou n'importe quoi. Et je vais enregistrer ceci. Donc ici, bien sûr, il faudrait que je sois sur page 1. Donc ce qui serait bien, c'est que si je clique sur page 1, j'arrive sur page 1. Alors pour ce faire, au lieu de mettre une encre, donc là c'est pas sur ma page 1, mais ça serait plutôt sur ma page d'index. Au lieu de dire qu'il va aller sur page 1 ici, on va lui dire plutôt tu vas aller
chercher page 1.html. Et j'enregistre. Donc vu que c'est actualisé tout seul, si je clique sur page 1, j'arrive bien sur ma page 1. Alors l'histoire des styles. Donc si on voulait appliquer des styles différents sur chaque page, bah, il va falloir créer dans ces règles de style des petites astuces qui fait que les styles vont pas se chevaucher les uns avec les autres, ou vous pouvez créer deux fichiers de style complètement différents. Et du coup, bah, chacune des pages va appeler sa feuille de style particulièrement. Le mieux, c'est de tout mettre dans le même fichier de style, pour que ça prenne moins de temps au niveau du chargement du navigateur. Donc ça, on verra plus tard. Donc si je voulais isoler les styles, par exemple, de tout ce qui est ma page d'index, par rapport à ma page 1, j'ai deux choix. Soit je pourrais préfixer chacune de mes éléments d'une classe ou d'un identifiant, en ajoutant simplement dans mon fichier un bloc qui va contenir l'identifiant de ma page. À tout bonnement, ici je pourrais créer un div. Donc comme c'est un div, j'ai pas besoin de l'écrire. Donc il aura l'identifiant, puisqu'un identifiant c'est la valeur la plus haute, mis à part l'attribut style, mais bon, ça reste l'identifiant. Et ici, vu que c'est ma page d'accueil, bah, je vais l'appeler accueil. Donc bien sûr, il faut que je m'arrange que j'utilise pas l'identifiant accueil autre part dans ma page. Et ce div, je vais le mettre tout à la fin. Donc dans mon index, tout à la fin, avant le body, je mets le dernier div de ma page accueil. Donc ceci, j'enregistre. Ce qui va se passer sur ma page d'accueil, bah, pas grand chose logiquement. Donc là, sur page 1, c'est vrai que quand je clique, parce que je suis sur la page 1, quand je clique sur accueil, je demande de revenir sur la même page. Donc ce qui n'est pas logique, là ça devrait être le dièse ici, et ici je demande de retrouver la page qui s'appelle index.html. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, si je clique sur accueil, je retrouve bien ma page d'accueil. Donc, le fait d'avoir ajouté un identifiant n'a pas cassé le style. Vous voyez, le style c'est toujours le même depuis le début. Donc là, c'est parce que c'est raccourci, mais si j'agrandis, hein, on voit que c'est la même chose. Donc, hop, je réduis à nouveau. Donc par contre, ce que ça va me servir, c'est que dans mon fichier de style, maintenant, toutes mes balises, alors, peut-être pas body pour le moment, mais au moins les autres. Par exemple, pour mon A, si je veux que le A soit unique à mon fichier d'index, donc il faudrait que je fasse précéder de l'identifiant qui le contient, donc accueil. Je dirais accueil A. Tous les A qui se trouvent dans l'identifiant accueil. Et cet accueil, bah, j'aurais plus qu'à le copier et le répéter partout. Donc après c'est au choix, soit ma règle elle est globale sur toutes mes pages, dans ces cas-là bah, tous mes A sur toutes mes pages seront pareils, ou si je veux isoler des pages différemment, bah, je peux ajouter simplement un identifiant devant, qui fera la séparation. Donc après on peut mettre les deux, par exemple les liens sur toutes les pages, et les H1 bah, ils sont spécifiques à chaque page, ou des trucs comme ça quoi. On peut faire un peu de tout. Donc là je continue. Alors par exemple mes left, right, ça je vais les garder tels quels sur toutes mes pages, puisque c'est des trucs qu'on utilise assez souvent. D'ailleurs j'aurais même pu en créer un center, mais bon. D'ailleurs pour le center, eh bah, je peux le faire.
Donc ça serait center. Alors ici, j'ai deux méthodes pour centrer. Donc la première pourrait être le texte aligne et on le met sur center dans le cas d'un texte court. Et aussi on pourrait mettre le width, donc une largeur à notre élément. Dans ces cas-là, il faudrait lui définir un pourcentage, genre 60%, et puis que je mette des marges 0 auto. Donc le mieux serait d'avoir deux centers, un center texte pour juste le texte align center et un center bloc ou center tout court pour centrer un bloc. Après, à vous de voir. Donc là, maintenant que j'ai mis accueil devant tous mes trucs sauf mes alignements, je vais enregistrer ma feuille de style. Donc ça a actualisé ma page et ça n'a rien changé. Par contre, si je regarde page 1, toute la mise en forme de mon paragraphe n'est plus là. Donc pour l'instant, j'ai encore l'image de fond, mais on voit les liens, ils ont aussi changé. Donc quand je reviens à l'accueil, il récupère tous ces styles grâce à l'identifiant accueil. Donc le body, si lui je voudrais le personnaliser sur plusieurs pages différentes, et je pourrais faire ce genre de choses. Je peux simplement appeler la balise body, mais je peux lui mettre aussi des attributs à ma balise body pour filtrer. Et je pourrais dire, le body, là il aura un attribut name, et cet attribut va devoir valoir accueil. Alors je sais plus si on doit mettre entre guillemets ou pas, enfin bref on verra par la suite. Et dans l'autre body, lui je lui dirais comme nom tu auras page 1. Donc il me semble qu'il y a quand même les guillemets là. Donc pour que ça fonctionne, parce que là si j'enregistre du coup les règles body vont pas s'appliquer, donc j'ai plus d'image, que ce soit pour mon accueil ou ma page 1, puisque ça n'existe pas. Par contre sur mon accueil, mon body, je vais lui ajouter son attribut name, comme j'ai dit, et je l'appellerai accueil. J'enregistre ma page d'index, et ici si je retourne sur ma page d'accueil, je retrouve bien mon style. Pour mon autre body, vu que pour l'instant je ne l'ai pas donné de name à cet autre body dans page 1, il n'a pas le fond comme l'autre. Donc je pourrais lui dire name, lui ça sera page 1, et si j'enregistre, voilà, ma page 1 maintenant se retrouve avec l'image de fond. Ainsi j'ai toujours un fichier de style mais qui peut contrôler plusieurs pages avec des règles différentes pour chaque page. Donc ici pour l'instant ma page 1, je vais commenter le background image. Donc je veux pas d'image de fond. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de créer le bloc conteneur, le représenter visuellement, puis de représenter visuellement le bloc contenu, le tout bien le centrer sur la page, et le paragraphe forcément sera dans le bloc de contenu. Donc pour cela je vais utiliser un petit peu la même astuce que pour ce que j'ai fait au-dessus. Déjà ma page 1, je pourrais l'englober d'un div, je vais le mettre ici, qui aura comme identifiant page 1. Donc là par contre j'ai quelque part peut-être un div, non c'est bon, puisque j'ai enlevé les paragraphes. Donc je coupe, j'englobe tout le div, donc avant le body, je ferme ce div, et du coup tous mes éléments je les fais précéder du coup de page 1
pour les mettre en style. Donc pour l'instant, derrière, comme on voit, ça change pas grand chose. Donc, représenter déjà le bloc de contenu. Le conteneur, en premier lieu. Donc pour ma page 1, je veux cibler la classe conteneur. Donc cet élément conteneur, je vais lui donner déjà une largeur. Donc il va valoir à peu près 60% de la page, voire même, allez. Je vais faire un truc assez carré, donc je vais jouer avec les pixels pour le moment. Disons... Allez, je pense que 300 sur 300, ça ira. Donc, hauteur, 300 pixels aussi. La bordure, un pixel solide, et je vais laisser en noir par défaut. Et pour la couleur, alors notre petit site, Color Picker, donc je vais mettre une couleur de fond orangée. Ah, donc là il y a un petit souci. Ah, donc je dois avoir un problème avec Live Reload et ce truc là. J'arrive pas à le déplacer sur le côté. Ouais, donc il y a un problème de centrage apparemment. Donc c'est pas grave, moi ce qui m'intéresse c'est la couleur. Du coup ici, donc background color, et la couleur c'est celle que je viens de prendre. Donc visuellement ceci, si j'enregistre ça donne ça là. Pour centrer mon bloc conteneur sur ma page maintenant, donc je vais lui appliquer des marges. Margin 0, auto, et hop, mon bloc s'est centré sur ma page. Donc l'autre bloc, bah déjà je vais copier ce code puisque ça va être visiblement le même, à peu de choses près. Donc là ça sera contenu. Oups. Donc je vais lui mettre 200. Et une couleur verdâtre. Voilà. Donc si j'enregistre cette chose, voilà ce que ça fait. Donc comme mon conteneur a un centrage, donc mon conteneur est bien centré, et mon contenu comme lui aussi il a un centrage, donc ce contenu est bien centré par rapport au conteneur. Mais il est centré, on va dire, sur l'horizontale, pas sur la verticale. Donc pour le centrer verticalement, soit je le décale d'un certain nombre de pixels vers le bas. En d'autres termes, bah, faudrait que je calcule la taille qu'il y a. D'ailleurs, le fait que le conteneur a une taille fixe, le problème c'est que le texte, bah, il déborde. Donc en d'autres termes, lui je pourrais normalement pas lui définir de hauteur, sous contrainte d'avoir ce petit problème. Donc c'est pas grave, je lui dis ok, tu as pas d'auteur fixe. Du coup ça corrige ce petit problème.
Donc pour centrer cet élément par rapport à son bloc parent, je pourrais lui appliquer une marge en haut et ça le descendrait. Ou je peux lui fixer sa position, c'est ce qu'on aura plus l'habitude de faire. Donc je vais dire que mon conteneur est en position relative et que mon contenu lui est en position absolue. Donc si j'enregistre, maintenant le bloc se positionne en 0, 0 par rapport à ce coin-là. À moi de le centrer sur la page. Donc le margin là 0 auto, il me sert à rien puisque on voit que ça ne le centre plus. Donc je peux l'enlever, et si j'enregistre, vous verrez, visuellement, ça n'a rien changé. Donc mon conteneur faisant 300 pixels de large, donc mon contenu, il faudrait que je le déplace à la moitié de la largeur de mon conteneur, moins la moitié de sa largeur à lui. Pour que ce point-là, la moitié de lui, soit au milieu de ce carré-là, donc ici. Alors, on va commencer déjà simplement à le décaler vers la gauche, left. Donc, left. Si je le mettais par exemple à la moitié de mon conteneur tout simplement, ça ferait 150 pixels, puisque mon conteneur en fait 300. Donc, je dis ceci, et voilà ce qui se passe, il est bien au milieu de mon conteneur, mais le problème c'est qu'il dépasse. Or, pour qu'il soit vraiment au milieu, il faudrait que d'un côté, lui, il soit au milieu là, mais qu'après, il faut que je calcule la largeur de cet élément, que je la divise par 2, et que je décale ensuite, donc que je soustrais à ce milieu, cette moitié de largeur. Pour faire clair mathématiquement, j'ai 150 qui m'amène ici. Maintenant cet élément, il fait 200. Donc la moitié de 200, c'est 100. Donc comme la moitié de 200 c'est 100, il faut que je retranche 100 du 150 que j'ai là. Donc en d'autres termes, le bord gauche, je le décale seulement de 50 pixels. Et ça a pour effet de le centrer, puisque ce centre est au centre de celui-ci. Pour le haut, c'est la même technique, sauf qu'il faut faire la même chose avec la hauteur. Donc la hauteur de lui, par contre, on ne le connaît pas vraiment. Par contre, cet élément-là, il a une propriété qui peut aligner verticalement ce truc-là. Cette propriété étant vertical aligne. Donc ça, je dois le mettre sur le conteneur. Et je vais le mettre sur le centre, donc middle. Donc là, ça n'a pas fonctionné, dommage. C'est pas grave, on va le faire autrement. On va le décaler en top, donc par rapport au haut. Donc mon conteneur fait 300 pixels de haut aussi, donc la moitié serait 150 raisonnablement. Donc on se retrouvera au même problème, c'est qu'il se met bien à 150 mais il est trop décalé. Et là on sait que normalement ça serait à peu près 50 pour être à peu près au centre. Pourquoi à peu près? Parce que le bloc là il fait pas exactement 200. Il fait un petit peu plus de 200. Il doit faire à peu près 210 pixels de haut. Donc là ça serait plus genre 55. 45 plutôt, puisqu'il serait plus grand. Et ça le décale un peu plus. Bon après on peut ajuster soi-même. Mais le problème ici c'est la taille du texte. Si d'un seul coup je décide d'ajouter plus de texte, lui ça va descendre et puis au fond il sera plus vraiment centré cet élément.
Donc ça c'est le positionnement absolu relatif avec des tailles en pixels. Le problème des tailles en pixels, bah, c'est que c'est un peu fixe comme taille. C'est-à-dire que bah voilà, 300 pixels, ça sera 300 pixels. Après, il faut s'assurer que le texte tiendra dans cette zone dont je ne connais même pas la hauteur. Donc, comment je pourrais faire autrement sans trop me prendre la tête sur ce genre de choses? Donc bien sûr, cette technique peut servir pour pas mal d'éléments, qui ont des tailles très fixes, mais là, dans mon cas, un paragraphe et du texte, cette technique va plutôt m'embrouiller, quoi. Donc, dire la chose un petit peu autrement pour cet élément-là serait de dire déjà que j'ai pas une taille en pixels, mais en pourcentage, ou en EM si on voudrait. Donc par exemple, là, mon conteneur va faire une taille de 60% de large, margin 0 auto, la hauteur je peux lui donner comme ne pas lui donner. Imaginons qu'on ne la connaît pas. Donc le width 60%, le background, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? La hauteur. Il lui manque une hauteur. Donc un 8, et je vais lui dire pareil pour que ça fasse à peu près carré, 60%. J'enregistre, et là j'ai un petit bug. Background color, la bordure elle est solide. Je suis bien dans ma page 1. Donc c'est pas grave. Je coupe, je vais relancer Chrome. Ah, visiblement j'ai une erreur. Donc ça, live reload. « 29 rafraîchissements, aucun navigateur de connecté. » Donc je pourrais reconnecter mon navigateur. Là je suis sur style, donc il est logique que c'est un petit peu bizarre, oui. Donc je vais repartir sur index. Sur ma page 1. Donc visiblement mon bloc, je ne le vois pas. Je peux reconnecter mon navigateur d'ailleurs, pour remettre Live Reload en marche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? J'ai acheté pour 8, ok. Pour 8, c'est 60%. Ok. Normalement, il est en display bloc, donc ça devrait pas lui poser de problème. J'ai pas mis de flottaison. Donc logiquement là non plus, il n'y aurait pas de problème. Et là, j'enregistre, je ne vois qu'il ne s'actualise pas. Pour le moment, je vais le désactiver. Je vais regarder la page, je vois que ça ne fonctionne toujours pas. Ça m'inquiète. Est-ce que j'aurais fait quelque chose de bizarre là-dedans? Classe conteneur, classe contenu. Non, j'ai rien fait de bizarre. C'est le pourcentage qui a pas l'air d'aller, ce qui est bizarre, c'est parce que normalement il prend les unités de pourcentage. Donc, je vais préciser display le type bloc, au cas où.
Donc je vois toujours pas mon élément, je vais essayer d'exagérer la taille, on sait jamais. On le voit là-haut, mais il n'a pas de hauteur cet élément. 8. Bah, je vais dire auto. Non, il ne se met pas dedans. Je vais enlever son positionnement relatif déjà. Donc lui, ça repositionne là où il doit être. Donc le plus simple étant que je supprime un petit peu tout ça. J'enlève le margin 0 auto, j'enlève le 8, le bloc normalement il sert à rien. Voilà, donc j'ai bien mon élément, il fait une largeur de 80%. Cet élément, je vais lui appliquer un margin 0 auto. Donc je vais réactiver mon live reload. Donc cet élément est bien centré. Maintenant le deuxième élément qui est à l'intérieur. Donc déjà le conteneur, je peux lui appliquer des marges internes, donc des paddings. Et ce padding, je pourrais le mettre de tous les côtés, disons de 2%. Donc ici, je m'arrange à rester que en pourcentage. Donc on voit que le bloc, forcément, aura toujours 2%, même s'il est plus grand dans la largeur. Ici, mon contenu. Donc là, pour l'instant, il a une largeur de 200 pixels. Ça, on va l'enlever. Donc on reviendra sur le positionnement après. Donc mon contenu, sa largeur, elle va être de, je sais pas, disons 70 pixels, 70%. Allez, je vais mettre 100% pour qu'il ait toute la largeur. Ainsi, il me reste que le padding que j'ai mis sur mon conteneur pour me donner le bord. Et ce, bah, ça va rester toujours centré. Bon là, par contre, hop, vous voyez le bloc, il se repositionne automatiquement et les marges agrandissent en fonction de l'agrandissement, quoi. Donc ça, c'est la solution quand on veut centrer un élément dans un autre, pour le faire le plus simplement possible. Alors par contre, mon texte là, il n'est pas centré, il n'est pas remonté. Donc ça, bah, on sait comment on fait. Page 1. Je commence tout par page 1. Donc mon texte se trouve, si je veux être très précis, je pourrais dire dans le conteneur, dans le contenu, etc. Là, ma page, pour le moment, j'ai mon conteneur, mon contenu, et ici j'ai mon paragraphe. Donc déjà ce paragraphe, je pourrais le centrer par rapport à cet élément-là. Donc je pourrais dire par exemple le paragraphe qui se trouve dans contenu, donc contenu P, hop là il n'a pas fait le retour à la ligne. Donc dans ce contenu, pourquoi il a mis un point virgule, j'en sais rien. Donc déjà je vais lui forcer son petit affichage à lui. Donc display bloc. Hop là. On va l'écrire, c'est pas grave. Display bloc. Il va avoir une largeur width
pas window, width. Eh ben dis donc. TH, voilà. Une largeur, on va lui dire, allez, 90%. On verra, on adaptera. Ensuite, margin 0 auto. Et voyons ce que ça va donner déjà ça. Donc ici notre texte se centre par rapport au bloc, mais centre pas le contenu du texte. Hein. C'est juste le paragraphe qui englobe tout, c'est centré par rapport au contenu. D'ailleurs ce contenu, comme j'ai fait pour le conteneur, je pourrais aussi appliquer un padding qui permettra de reculer un petit peu le texte de tous les côtés. Donc même chose, le 2% a l'air plutôt pas mal, donc je vais rester sur ces 2%. Voilà, j'enregistre, du coup ça décale un petit peu l'image. Donc là bien sûr c'est pour mon image, faut que je la rende flottante à gauche. Donc je vais copier à peu près ceci, c'est juste pour avoir le début des attributs. Hop, ça j'enlève. Ici c'est l'image, donc je pourrais dire P et image, ou je peux dire directement image, hein, puisque j'ai pas 50 images dans mon paragraphe. Et ici, tout simplement, je vais dire float .left. Donc à chaque fois ça me fait du lorem ce truc. Voilà, float left. Et mon texte remonte naturellement. Comme on l'a déjà vu, on va aussi un petit peu décaler notre image. Donc padding. Et je vais mettre 1%, puisque là c'est une image, donc pas la peine d'écarter trop le texte. Donc qu'est-ce qui se passe à cet instant? C'est que maintenant j'ai mon bloc ici qui dépasse l'autre. Alors pourquoi ça dépasse l'autre? Et ben va falloir regarder un petit peu les tailles que l'on lui a données. Donc là je lui demande que le contenu fasse 90% de large, alors que le conteneur en fait 80. Bon bah déjà là, je pourrais réduire à 75 par exemple, pour être sûr d'être en dessous de 80. Sauf que là je le fais dans mon contenu P, donc c'est pas là-dedans, CTRL Z, pour remettre la valeur que j'avais mis à 90 dans mon contenu P. Et c'est plutôt dans contenu, ici je vais le mettre à 75. Donc on voit que 75 ça lui laisse encore de la marge, donc il faut que je calcule le padding qui est de 2% que j'ai appliqué sur les bords. Donc ici c'est pour ça que le 100 n'est pas passé, il faudrait que je fasse 100 moins les 2, donc 98%. Et en plus j'ai encore 2% qui traînent autre part, voilà ici. Donc moins 4, 96%. Et voilà, du coup maintenant j'ai bien cet élément qui est centré. Donc là le width il était à 100, tout simplement c'est parce que j'ai 2% de padding sur un élément, puis sur un autre élément. De même que ces 2% s'appliquant des deux côtés, donc c'est pour ça que j'ajoute le 2%. Bon, alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Donc ici je vais lui appliquer un décalage du bloc, pour pas qu'il colle mon menu. Donc mon bloc qui colle c'est le conteneur. Donc le conteneur en marge haute et basse il en a pas. Donc je vais lui appliquer un décalage de allez, 10%. Comme ça le décale bien. Donc là vous voyez qu'on commence à parler plutôt pourcentage, parce que après c'est plus simple pour gérer les éléments. Donc on va commencer à voir
quelques propriétés au niveau déjà des couleurs et des opacités. Donc on avait déjà un petit peu abordé ce sujet, mais là on va essayer de s'en rendre un peu mieux compte. Donc dans un premier temps, je vais colorer le bloc du fond, de sorte à ce qu'il soit très visible en noir. Donc le conteneur, hop, j'enlève tout ceci, et 3 zéros. Du coup, mon conteneur devient noir. Mon bloc du milieu, là, si je lui applique à mon contenu, dans son background color, au lieu de lui donner une couleur comme ça, je lui donne une opacité en plus. Donc il y a deux choses, c'est vrai qu'on a aussi la propriété opacity. Hop là. Donc cette opacité, je peux la mettre... alors je sais pas si c'est en 0 quelque chose ici, ou si c'est en pourcent. Bon, pour l'instant je vais mettre 0,8, on va voir ce que ça fait. Donc ça joue comme ça en 0, donc on voit que maintenant le noir est un petit peu vu au travers du vert, parce que le vert est un petit peu plus foncé du coup. Grâce à la transparence. Transparence qu'on avait utilisée avec un fond blanc pour notre page précédente. Donc là je force encore plus la transparence. Donc cette transparence là sur mon contenu, elle agit sur tout le contenu, c'est-à-dire aussi bien sur mon image que sur mon texte. Si je renlève cette opacité, et là je voudrais que la transparence en fait n'agisse pas exactement sur mes éléments internes, mais que ça agit que sur le fond. Pour ça c'est la couleur de fond que je lui applique une transparence. Donc là je connaîtrais pas trop la valeur en RGBA, donc je vais utiliser Google Chrome. Je vais inspecter l'élément. Je vais voir là où il m'a mis la couleur. Donc je vais agrandir un petit peu pour le coup. Hop, ma classe contenu, j'ai ma couleur ici. Si je clique et que je touche à l'alpha, on voit que cette fois-ci c'est le fond, mais vous voyez que l'image n'est pas affectée par ce changement. Alors que quand je mettais la propriété d'opacité, chose que je peux refaire, dans contenu, le contenu simple, opacity, que je le mets par exemple pour début 0,8 pour tester. Donc ça a actualisé. Logiquement ça a dû actualiser. Voilà, maintenant je me retrouve avec mon opacité 0,8. Si cette opacité je la diminue, par exemple à 0,2, ben on voit que l'image est affectée par le paramètre d'opacité. Par contre, par le paramètre de couleur, grâce à la transparence alpha juste sur la couleur, on peut garder cette façon de faire, quoi, on va dire. Donc une fois que j'ai fait joujou avec mon paramètre de couleur, et qui me convient, je quitte et puis j'ai plus qu'à copier cette valeur, CTRL C, et je la remets là où je voulais l'utiliser. Ça, et puis je peux enlever mon opacité. Donc je peux jouer avec les deux, hein. Je peux aussi mettre la transparence de la couleur sur la couleur, puis faire une opacité complète sur l'élément. Ouais, c'est mixable. Donc j'enlève l'opacité, parce que moi je veux garder quand même la netteté de mon image. Et il se produit aussi la même chose avec le texte. C'est-à-dire que le texte, ici, peut avoir aussi une transparence, parce que le texte peut avoir une couleur. Par exemple dans mon P, ici l'attribut color, donc par défaut le texte je vais le mettre en rouge. Voilà, j'enregistre. Donc mon texte est bien en rouge, je vais inspecter cet élément de texte.
Et ce rouge, même chose, je pourrais m'amuser à lui donner une transparence uniquement sur le texte. Bien sûr, rouge, c'était un exemple pour accéder tout simplement après aux paramètres ici, où j'aurais pu aller sur l'Orem Pixel, là, machin là, mais bon. On peut le faire aussi au travers de Google Chrome. Voilà, une fois que j'ai ma propriété, je peux la copier, et ici, la coller. Donc comment on peut rendre ces choses un peu plus attractives? Pour l'instant, mon élément de conteneur là, il a une couleur de fond qui est ici, parce que c'est la page 1, que je me trompe pas. Donc qui a actuellement une couleur de fond de noir, noir pur. Donc on a vu qu'il y a une autre propriété qu'on peut utiliser, qui est le background image. Donc je vais prendre mon background image, je vais mettre une URL, et puis je vais aller chercher http://lorempixel.com, et je vais pas préciser la taille. Logiquement, il devrait mettre une image, on va bien voir. Donc là, est-ce qu'il... j'ai oublié le point virgule. Oh, visiblement, il faudrait que je lui donne une taille. Disons 500, 300. Ok. Donc comme j'ai appliqué la transparence uniquement sur le calque, qui est intermédiaire, donc mon contenu, je vois l'image par derrière, d'accord, et mon image ici, vu qu'elle n'a pas de transparence du tout, bah on voit pas l'autre image à travers celle-ci. Et mon texte, lui, peut laisser aussi, si j'aurais voulu, passer l'image de derrière. Bah, j'aurais pu combiner encore plus de choses. Donc là, c'est la deuxième propriété qu'on a vue, background image. Donc on peut soit appliquer une couleur de fond, d'ailleurs on voit que la couleur de fond n'est plus appliquée, si on inspecte cet élément, on va voir qu'elle a été rayée, le background color, bah, il est pas rayé, mais que je le mette ou que je le mette pas, bah, ça change pas grand chose, hein. Ce qui fait c'est que l'image s'actualise à chaque fois que je touche à ça, mais on le voit pas. Si j'enlève l'image, par contre, on voit bien que notre fond est bien noir, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc le background image, il prend le dessus parce que tout simplement, dans les règles, il est à la suite. Si j'avais inversé les règles, le fond il serait noir, je verrais pas l'image. Donc ça, c'était une chose qu'on avait déjà vue précédemment, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Si je voulais autre chose qu'une image en fond, j'aurais bien voulu, c'est avoir, au lieu d'une seule couleur, un dégradé de couleurs. Donc c'est là que va venir en compte le CSS3 pour appliquer ce genre de choses. Donc je peux déjà partir sur mon site W3School, qui nous apprend plein de choses. Et ici, je pourrais regarder les fonds, les backgrounds, ce qu'on est en train de toucher. Donc on voit qu'on peut faire un background color, un background image, un background repeat, un background attachement et un background position. On va voir un petit peu tous ces éléments. Donc le background color, basiquement on l'a déjà vu. On peut définir plusieurs types de couleurs comme on l'a vu. Plusieurs éléments peuvent avoir un background color. Donc ces éléments sont de type bloc. Ensuite on peut mettre la propriété background image et cibler plusieurs types d'images, GIF, JPG et PNG. Cette image peut être un dégradé, comme là il a pris gradient. On peut répéter ou pas l'image sur l'axe X ou sur l'axe Y. Là il ne le répète pas l'image, donc nous c'est ce qu'on voit, l'image se répète.
Donc je vais trouver une image qui est visible. Voilà, par exemple cette image, on voit bien qu'elle se répète à cause de ce petit trait là. Bah, si j'aurais fait une no repeat, elle se serait pas répétée ici, donc j'aurais une image qui se terminerait là, en plein milieu. L'URL, donc on peut positionner notre image, donc ça c'est ce qu'on va voir par la suite. Et là, on le voit pas pour le dégradé linéaire. Donc, ils l'ont pas rangé là-dedans. Color. Unit selector. Le fond et tout. Ils parlent pas des dégradés. Donc bah, c'est pas grave, on va déjà voir l'outil directement. De toute façon, grâce à l'outil, on va vite comprendre aussi. Donc ici, ce que je veux parler, c'est ceci. On tape CSS3 Tools. Des outils pour le CSS. Et ici, on a CSS3 Generator. Alors, on va faire un tour. Alors ici, par défaut, il me demande de choisir quelque chose. Donc si je regarde dans la liste, j'ai plusieurs choix. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un dégradé, donc gradient. Et ici, je clique là-dessus pour me retrouver sur le générateur de dégradé. Et je me retrouve sur une page qui s'appelle ColorZilla Gradient Editor. Cette page, je peux m'amuser déjà à la mettre en favori. Et je vais l'enregistrer au nom de Gradient Generator. Et je vais le mettre dans ma barre de favoris. Voilà. Donc à quoi il me sert ce truc? Bah tout simplement à pouvoir manipuler les couleurs, à leur donner des opacités et tout, et lui bah, il va me créer tout bonnement le code CSS que j'aurais dû créer. Donc on voit pour faire des dégradés, la propriété background peut avoir une seule couleur. Ensuite, comme on utilise des propriétés CSS3 cette fois-ci, elles sont toutes préfixées. Donc le tiret mos tiret avant la propriété linéaire gradiente, c'est pour que le navigateur Mozilla reconnaisse le dégradé linéaire. Pour WebKit, qui est Safari et Chrome, pour qu'il reconnaisse ce dégradé linéaire, lui c'est préfixé de WebKit avec gradient, et dans le dégradé il précise que c'est linéaire, à la différence de cette façon-là. Là, le O voulant dire pour Opera, donc linéaire gradient, MS pour Microsoft, donc Internet Explorer, linéaire gradient. Et la propriété officielle CSS3 qui est linéaire gradient. Donc l'ordre qui sont mis est un petit peu importante. Par défaut, il donne une couleur de fond. Ainsi, si rien n'est perçu de tout ça, bah, c'est la couleur de fond qui sera appliquée tout bonnement. Par contre, comme tout le monde comprend la couleur de fond, d'accord, si quelqu'un, par exemple Mozilla, lit ce code, il va remplacer la couleur de fond par ce dégradé linéaire tout bonnement. Enfin, quand les navigateurs comprendront tous la même règle, sans préfixe, bah, par exemple, imaginons que WebKit, donc Chrome, comprenne un dégradé linéaire sous façon CSS3, alors que lui, normalement, il le code comme ça, d'accord? Bah, au début, il va rencontrer la règle background, une couleur simple, donc il va mettre la couleur simple, ensuite il lit, il trouve WebKit comme ceci, il va appliquer le dégradé, il en retrouve un autre, donc s'il sait l'appliquer, il va l'appliquer, puis il continue, puis il trouve la propriété finale CSS3, donc il va appliquer au final ce dégradé là. Cette espèce de filtre là, c'est spécialement pour Internet Explorer, donc Microsoft. Et on le dit, c'est spécial IE de 6 à 9. Ok, donc comment fonctionne le dégradé? Donc déjà j'ai une prévisualisation, j'ai des presets, donc
je peux sélectionner un élément et puis ça me crée un dégradé par défaut avec les valeurs par défaut. Ce dégradé peut être vertical, en diagonale, comme on le voit, horizontal, radial, par le centre, etc. etc. Je vais le prendre vertical pour le moment. Donc ici, si j'aurais voulu décaler la ligne blanche, tout simplement je décale le point et on voit que je descends la ligne de couleur. Donc là j'ai fait disparaître le point, c'est parce que je l'ai enlevé, donc c'est pas grave. Si je veux une couleur claire, je m'approche du côté clair. Si je veux une couleur foncée, je m'approche du côté foncé. Parce que quand je vais cliquer, vous voyez que ça fait un plus, et du coup ça va me rajouter là un plus plutôt clair. Bon, normalement ça ajoute un plus couleur foncée, mais là ça a pris la couleur claire. C'est pas grave, je décale cet élément, et vous voyez que je remonte la ligne. Donc il faut faire attention, c'est que je ne le descende pas cet élément. Parce que dès qu'on le descend, on le perd. Donc c'est pas grave, je le perds, je peux recommencer la chose que je suis en train de faire. Donc arrivé ici, je suis content de mon dégradé. Donc ici il me dit, voilà, celui qui est sélectionné c'est celui qui est en noir. Donc si je sélectionne lui, il devient noir, et du coup sa couleur je peux la régler ici. Donc je pourrais mettre une couleur un peu plus claire, moins claire, je pourrais voilà, choisir les paramètres comme bon me semble. Ça applique la couleur exactement comme je le veux. Si la couleur je voulais l'appliquer la même ici, tout simplement je copie le code couleur qu'on connaît. Donc je fais un CTRL-C, je viens sur mon autre élément ici, je vais sur sa couleur, et je remplace par celle que j'ai copiée, CTRL-V. Ainsi j'ai les deux mêmes couleurs. Et ici, je pourrais mettre une couleur un peu plus foncée pour qu'on voie un peu la différence. Donc là j'ai un petit peu inversé le dégradé. Et je pourrais faire ça autant de fois que je veux. Par exemple là je crée deux verts, côte à côte, je prends le vert qui est plus blanc, ce blanc du fond je peux l'enlever, hop, donc il me reste mon vert, je les mets de chaque côté, et mon petit vert blanc qui peut être au milieu. Donc après ce du dessus, donc comme on voit ici on règle la couleur et l'emplacement que cette couleur prend là-bas comme on voit dans la preview. Grâce au dégradé, si je voudrais plus de blanc, je peux rajouter deux éléments blancs et étaler la couleur intermédiaire. Ça me donne un peu plus d'espace. Au-dessus, on a les opacités. Donc on peut placer ces paramètres. On peut en ajouter aussi comme pour les couleurs. Et on peut toucher le paramètre d'opacité pour rendre transparent les éléments par derrière, tout bonnement. Donc là je vais lui laisser une bonne opacité au milieu, juste pour qu'on voit ce que ça donne au final. Je suis content, d'ailleurs je pourrais sauvegarder ce réglage par la suite pour l'utiliser. Donc attention, si vous êtes sur Chrome ou Firefox, vous pouvez utiliser un des particuliers. Moi je garde Gradient Generator, mais là vous pouvez avoir un truc complémentaire que vous pouvez installer. C'est au choix, soit vous gardez le module complémentaire ou vous restez sur le site dans côté Gradient Generator. Ici la size, on n'est pas obligé de la préciser, c'est juste pour la prévisualisation. La size on peut la changer dynamiquement, on peut agrandir nous-mêmes la zone si on veut. Vous voyez que ça change la taille. Mais si on regarde dans les propriétés qu'on va copier, aucunement il fait référence à la taille en fait. Donc voilà, je suis content, mon dégradé linéaire, j'ai appliqué ces réglages. Maintenant ce que je vais demander de faire, c'est est-ce que je veux copier les commentaires en même temps? Donc là je vais dire non, je veux pas de commentaires. Comment je veux le format de couleur? Donc, je veux bien en RGBA puisque j'ai mis de l'alpha, donc je veux bien le alpha. Est-ce que je veux le support IE9 ou pas? Je peux le cocher. Et du coup je devrais rajouter cette chose en plus dans mon code HTML. Donc là je le veux pas. Et ici je suis content. Donc soit je peux prendre depuis l'image, donc il va me créer une image avec ce dégradé là. Ou soit je peux prendre directement le code CSS. Donc là c'est plutôt pour importer, donc ce que je veux moi c'est copier cet élément là, tous ces choses là, dans mon presse-papier. Donc je clique sur copie.
Voilà, il me dit qu'il l'a copié dans le presse-papier. Et cet élément de dégradé, au lieu de mettre une image de fond, je vais appliquer le dégradé de fond. D'ailleurs, j'ai un problème avec la hauteur avec mon image, par exemple. Donc ce dégradé, plutôt, je vais le mettre sur le deuxième bloc, donc le contenu. Donc ici, j'ai le background color, que je vais tout bonnement supprimer, et le remplacer par tout le code que je viens de copier. Donc clic droit, et je le colle. Et ça me remet tout ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc je pourrais refaire mon indentation si je le voulais. Donc là, ça ne marchera pas. Voilà, c'est pas grave, je vais le laisser comme ceci parce que c'est écrit un petit peu à la ligne. Et je vais enregistrer le document de style. Et on voit que mon dégradé s'est appliqué sur mon élément de fond. Donc ici on vient de voir une propriété de dégradé, une propriété CSS3. Donc ici on a plusieurs types de dégradés, on peut modifier plein de choses. Donc je vais retourner en arrière pour retrouver le site CSS3 Generator. Et ici, je pourrais décider d'avoir un border radius, c'est-à-dire d'avoir des bords arrondis, car pour l'instant tous mes bords sont un petit peu carrés. Donc je vais sélectionner le border radius. Là, est-ce que je veux aller sur Rounded Equality? Oui. Et là, je reste simplement sur le site. Donc ça, j'aimerais bien l'enlever, mais un peu embêtant. Enfin, pas grave. Donc là, on voit la prévisualisation du bord arrondi. Et ici, je dois définir une valeur en pixels de l'arrondi. Par exemple, 50. Voilà ce que ça donne. Si je mets 5, voilà ce que ça fait. Donc, je vais vouloir un arrondi de 20. Donc j'aurai un arrondi à peu près comme ceci. Donc voilà, tout simplement on a deux règles à copier, qui est pour tous les navigateurs, visiblement. Donc je copie. Je vais dans l'élément que je veux arrondir son bord, comme mon contenu. Donc mon contenu, je laisse bien son bord solide de 1 pixel, seulement je vais lui rajouter, en plus, ce fameux border radius. Et ce, je vais le rajouter aussi sur mon conteneur. Donc après sa bordure là, solide, je lui rajoute un border radius. J'enregistre et je visualise. Donc on voit que maintenant mes éléments sont arrondis, que ce soit une image ou que ce soit un dégradé comme j'ai mis en dégradé. La propriété d'image, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on se concentre un petit peu sur les propriétés CSS. Alors, comme on le voit, on a plein de propriétés. Les transitions, les transformations, des sélecteurs, des textes shadow, des box shadow, donc des ombres. Donc si je prends par exemple box shadow, est-ce que je veux une ombre interne ou pas? Donc là ça sera interne, là non. Là le horizontal length, par exemple je vais mettre 5 pixels. Le vertical 5. Pour la couleur je vais prendre RGBA. Donc ici en rouge je vais mettre 200. Je mets des valeurs au hasard pour se représenter un petit peu l'ombre. Donc par exemple oui, pour qu'on le voit bien, 0, 0, 0, opacity 0, allez 1 peut-être. Donc là le 0 apparemment c'est le blanc. Donc là je vois pas trop l'ombre, donc je vais rajouter des paramètres. Alors là peut-être que c'est un problème du navigateur, mais il me reflète pas vraiment
ce que je lui demande. Donc visiblement c'est pas sur le texte, normalement je devrais avoir une ombre autour de cet élément là que j'ai pas. Donc je vais le mettre en hexadécimal tout bonnement. 1, 0, 0, 0, 0. À 3 ça me suffit. Et du coup je le vois un peu mieux mon ombre maintenant. Donc là les inset. Là les pas inset. Donc on voit qu'il a du mal à traduire apparemment la chose. Ok, donc si je la mets en non inset et que je refais mes 0, 0, 0, voilà, donc on la voit en outset, cette fois-ci en bord externe. Le vertical length, alors si on regarde ça qu'on exagère à 20. Voilà ce que ça donnera, donc il y a un problème toujours avec la couleur, hein. Faut actualiser la couleur on va dire. Donc ça c'était horizontal, vertical, je pourrais décaler beaucoup, mais là j'exagère un peu trop. Hop, je rentre la couleur à nouveau. Donc on a un décalage de 20 et de 20 pour l'ombre. Je vais repasser en RGBA. Donc je vais utiliser 0, 0 et plutôt je vais mettre un gris. Donc 125, 125, 125. Avec une opacité de 0,6. Et du coup on voit plus une ombre comme on verrait une ombre, hein, un peu moins forte on va dire. Donc ça après je peux jouer avec les niveaux de gris. Je pourrais jouer sur du 200, 200, 200. Et j'ai un gris beaucoup plus clair. Ou plus foncé, 50, 50, 50. Voilà. Après c'est moi qui gère l'opacité. Le blur. Alors le blur, bah ça si on l'augmente par exemple de 50, voilà, ça produit un flou. Je vais le remettre à 5 pour revoir les choses nettes. Et le spread, si je l'augmente, 50, ça m'écarte la zone d'ombrage. Le 5 était pas mal. Le blur, je pourrais l'augmenter un petit peu, disons de 20. Les verticales, les changer un petit peu, 10, 10, et ok. Donc ce que je viens de faire en inset no, donc en outset, je pourrais le faire en inset, donc à l'intérieur aussi de l'élément. Là je l'ai fait à l'extérieur. Donc si ça me plaît, je copie ce code, et puis par exemple dans mon bloc contenu, qui est dans mon conteneur, je vais lui ajouter cette propriété en plus, qui est le texte, le box shadow, donc une ombre pour les boîtes. J'enregistre. Donc là on le voit pas très bien à cause de l'image qui a été choisie au hasard. Ça il nous faudrait une image très claire. Mais on voit l'ombre légèrement en dessous de l'image là, si on fait bien attention. Donc le problème du aléatoire, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on tombe à chaque fois. Bah, en d'autres termes, hein, vous comprenez qu'il y a une ombre en fait autour de ce bloc. Qu'est-ce que je peux encore changer? Les font face. Alors ça c'est les polices d'écriture. Donc ici par contre pour les font face, il propose de générer notre code, mais le mieux pour les avoir, il faudra aller sur Google Font Face. Donc Google Font Face. Donc Google Fonts, c'est pareil. Et ici on va avoir plusieurs catégories, dans plusieurs tailles, soit par mot, soit par bloc, soit par paragraphe.
Bref, on peut choisir plein de réglages. Il y a à peu près 600 machins qui existent. Et on peut chercher une police d'écriture qui nous conviendrait pour notre texte. Par exemple, je voudrais prendre cette police-là. Donc pour avoir une police, ici on a le Quick Use pour faire voir l'utilisation, et là on a le Pop-out. C'est une page qui nous fait voir un petit peu comment c'est écrit de long en large, quel caractère il utilise pour cette police d'écriture là. Donc j'ai été ici. Donc ici, tout bonnement, là il m'indique l'état de chargement de la page, donc combien de temps ça peut prendre pour charger cette police là. Je peux choisir le mode latin ou pas. Et ici, si je veux ajouter le code sur mon site web, je peux ajouter ce code là. Je peux le mettre au format CSS en utilisant cette chose là. Donc bien entendu c'est étape par étape, hein, d'accord. Donc là qu'on a la police, on peut prendre ceci, ça c'est le mode standard. On peut le prendre en mode import. Dans ces cas-là, le import, ça c'est dans le fichier CSS qu'on l'utilise. Ça, c'est ce qu'on ajoute dans le code HTML. Donc moi je vais l'importer dans mon CSS. Donc je prends cette ligne, et tout en haut de ma feuille de style, je ferai tous mes imports. Donc là je fais le import de ceci. Ensuite, pour mettre mon texte en font family machin chose, je dois utiliser cette propriété là à l'endroit où je veux changer mon texte. Donc moi c'est le texte qui se trouve dans le paragraphe. Donc dans mon élément P de ma page 1, donc page 1 contenu P, je lui ajoute ce font family. J'enregistre et on voit que mon texte dans ce bloc a une police d'écriture à lui. Donc ça vous pouvez le faire sur tout un site, sur un élément, sur plusieurs éléments. Bref, vous pouvez avoir plusieurs polices différentes et tout. Il suffit d'appliquer à chaque fois le même truc, d'importer la police dans votre fichier CSS, vous mettez tous les imports en haut, puis après vous les appelez par leur nom. Donc là c'est ce nom là en fait. Nom que j'ai téléchargé ici. Nom qui se retrouve ici. Voilà. Donc après libre à vous de prendre plusieurs polices. Vous pouvez le voir en mode paragraphe, ce que ça peut donner. Vous pouvez changer les choses, comme vous voyez, hein. Il y a plusieurs modes d'affichage. Vous pouvez changer la taille si ça vous convient pas. Là vous pouvez avoir d'autres textes, vous voyez, en mode poster, en mode mot. Là vous avez plusieurs façons de visualiser vos polices. Puis c'est rangé un petit peu par celles qui ont une luminosité, qu'on peut changer le fitness plutôt. Le slant, bon, vous voyez, hop, ça change un petit peu les choses. La largeur. Donc là apparemment, donc ça s'actualise. Donc hop. Là le reset, c'est-à-dire qu'il m'a enlevé tous les trucs qu'il me les a remis par défaut. J'ai des catégories. Donc voilà, je peux choisir filtrer par rapport à des catégories. Et ici j'ai plusieurs types greek pour les écritures grecques. Donc nous c'est latin, en France on utilise latin quoi. Celle qui représente nos accents français. Latin étendu. Donc ça doit être une nouvelle version du latin. Voilà. Donc en gros on a fait un petit peu le tour des polices. Donc bien sûr ce site CSS3 Generator, lui pareil va nous servir. Donc je peux l'ajouter dans ma barre de favoris. Et ici vous pouvez faire le tour, hein. On a comme les box shadow, on a des textes shadow, donc mettre des ombres autour du texte. Les box resize, c'est quoi ce truc?
Donc resize horizontal, overflow auto, et des minimums en pixels. Et ça donne à peu près ce truc là. Donc est-ce que ça s'actualise vraiment ou pas, ça j'en sais rien. En tout cas, c'est une propriété à resize, parce qu'on le voit pas à cause de cet élément là, mais je pense qu'on peut agrandir la boîte en fait. Il doit y avoir une poignée qu'on voit pas. Je sais pas si j'ai agrandi en grand, on va le voir. Non. Bon, on va cliquer sur son truc. Malgré tout, ça s'est pas barré. Hop. Voilà. Ah là là. Pardon. Donc ça je vais le laisser. Alors les outlines. Donc le fitness, par exemple on va mettre 20. Donc là on voit pas trop de changements parce qu'il n'y a pas de couleur. Donc je vais prendre une couleur, genre celle-ci. Et le style. Voilà. Donc là on a le texte qui est entouré d'une bordure de 20 pixels qui est en forme pointillée de couleur bleue. Donc là je pourrais réduire la taille. Donc ça c'est ce qu'on peut mettre dans les bordures en quelque sorte, quand on met des bordures solides ou autres. Là c'est les paramètres que vous voyez ici que je mets. Par exemple si je vois solide, hop, ça fait une note très plein. Vous voyez bien qu'il y en a beaucoup. Auto, double, outset, donc ça fait une espèce de dégradé comme on le voit. Inset, donc ça fait un autre dégradé mais vers le bas. Ridge, groove, donc je peux essayer d'agrandir le navigateur pour qu'on voit un peu ce qu'il fait. Mais groove, il y a deux couleurs. Ridge, les deux couleurs sont inversées. Donc le inset, on voit bien le dégradé. Hein. Le solide, bah ça on a vu, c'est une seule couleur. Le dashed, c'est des traits. Le dotted, c'est des points. Le inherit, ça hérite du parent. Donc voilà. Et le choose, ça veut dire qu'il n'y a rien, qu'il faut choisir quelque chose. Et le auto, bah je sais pas trop ce qu'il fait le auto. Il doit être automatique, mais sur quoi, je sais pas trop. Voilà, et puis si on veut appliquer ce genre d'effet à notre texte, bah il suffit de copier ces éléments. Comme d'habitude, on copie. Sur le texte, donc c'est le contenu. Donc en plus déjà de ces éléments là, je lui ajoute ces éléments là. Et on voit qu'il y a un liseré qui a entouré tout mon bloc. Par contre, ce liseré n'est pas pris en compte par ma forme de derrière. Donc c'est des choses à prendre en considération si on fait ce genre d'éléments. Là ça paraît plus judicieux, mais il faudrait que la taille soit comme ça. Donc voilà ce qu'on peut un petit peu apporter comme propriété CSS3, donc il y en a encore plein comme on a vu, hein. On peut pas tous les voir, on en verra quelques-unes au fur et à mesure du temps, mais je veux rétrécir, voilà. Hop. Donc par la suite on verra les autres comme les transforms. Alors là je pourrais transformer son échelle, donc ça me dit que ça va entre 0, 1 et 2. Donc si je mets 1, bon là je verrai pas trop le truc. Il aurait dû grandir de l'échelle de 1. Donc si je veux lui appliquer une rotation, par exemple 30 degrés, là je vois que ça réagit pas vraiment. Une translation, donc c'est un décalage là horizontal, donc 50. En vertical, je pourrais aussi faire un décalage de 50. Donc là j'ajoute plusieurs propriétés de transformation.
pour ça qu'à chaque fois ça me rajoute des lignes. Les Y, les X, ça je peux rajouter aussi. Donc je sais pas trop à quoi il correspond le skew, donc je vais y mettre 5 et 5. Donc là on voit que le skew ça l'a décalé bizarrement. Ici si je remets 20, vous voyez il se redécale de 20 comme ceci, là de 20 vers le haut. Là le skew je pourrais remettre un peu moins, 2. Voire peut-être 1. Donc la rotation peut-être elle est trop grande. Voilà, faire un peu moins. Ceci est compatible tous les navigateurs comme on peut le voir. Et si je voulais appliquer cette propriété à une forme, même chose. Je copie ces éléments-là. Je vais appliquer ça sur mon fond. Donc le conteneur. Donc dans mon élément conteneur. Je lui rajoute toutes ces propriétés-là. Et hop, automatiquement, il a appliqué la transformation que je lui ai donnée. Bien sûr, tous les éléments enfants ont subi la même transformation. Donc les sélecteurs. Hop. Alors le sélecteur, c'est les trucs que je crois avec le texte. Normalement. Non, c'est pour nous-mêmes aller chercher des éléments, donc ça on les connaît, les sélecteurs. Les transitions. Alors, propriété. Donc je voudrais faire une transition, par exemple, sur la hauteur. La durée va être 2 secondes. Et la fonction va être, c'est-à-dire l'animation, par exemple is, ou linéaire. Là on le voit pas trop. Faut que je me mette dessus pour voir la différence en fait. Donc is linéaire, is in, c'est la façon dont le truc il apparaît en fait, à la vitesse dont ça se déplace. Voilà, donc là c'est un petit peu une idée de propriété d'animation que je pourrais appliquer. Donc je vais mettre is par exemple sur la hauteur, et ceci je vais copier, et sur quoi je vais mettre cette hauteur? Je vais jouer sur la hauteur de mon texte, donc mon P, le contenu P, je vais lui rajouter cette propriété. Donc là sur un élément texte par contre c'est pas utilisable, il faut que je le fasse sur un bloc, puisqu'un texte n'a pas de propriété de hauteur. Donc je sais plus si je devais prendre le outline offset, non je pense pas, normalement c'est juste ces trucs là. Donc du coup je vais le mettre sur simplement le contenu, donc je peux lui rajouter encore ses propriétés supplémentaires, comme on voit depuis le début on lui rajoute pas mal de propriétés. Et voilà ce que ça fait. Donc là on n'a pas vu l'animation. C'est parce que j'ai dû oublier une propriété que j'ai pas recopié. Ça devait être ce outline là. CTRL X, je vais la mettre à la suite de ça. Alors là j'ai dû zapper un des liens. Non, il n'y a que les transitions 8, 8, 8. En même temps, c'est vrai que là, il faut donner une cible, il me semble.
si je dis pas de bêtises. En même temps, j'ai remis 2 secondes, donc mais normalement on devrait le voir quand même. Voilà, c'est bizarre. Donc je pourrais décaler ceci et essayer de mettre ça sur mon conteneur, tout bonnement. Hein. Donc non, je dois oublier une petite chose en fait, hein, qui fait qu'on ne voit pas que ça fonctionne pas. C'est pas grave, on verra ça plus tard de toute façon, les transitions. C'est des trucs un peu plus compliqués, il y a aussi les animations qu'on voit pas. Donc après, côté outils, hein, Google il y en a plein. Alors, c'est pas Google, hein, c'est que voilà, sur Google il y en a plein. CS3, outils par exemple. Là vous avez 20 générateurs, 20 outils pour générer, les 10 meilleurs qu'on recommande. Il suffit de cliquer, tout bonnement, et d'aller voir ce qu'ils proposent. Donc celui qu'on vient de voir. Un autre pour tout ce qui est l'histoire des textes. Alors on pourrait le faire un petit tour. Donc ici ça va nous permettre d'animer du texte. Donc je ferme cette machin là. Notre texte il est en haut. Et si je peux jouer sur l'espace des lettres, donc c'est ce qui se voit juste au-dessus, hein. D'accord. Ça c'est le texte qu'on pourrait écrire dedans si on voulait écrire notre texte, et ça c'est le résultat au-dessus. Je peux espacer les mots. Je peux avoir une unité en pixels ou en EM. Donc d'un seul coup j'ai agrandi beaucoup. Parce que là il y a une valeur 13, c'est un peu grand. Font size M. Voilà, un EM. Donc après voilà, vous pouvez utiliser l'unité qui vous convient le mieux pour la size, hein, comme on voit. Il y a des pourcentages, des pixels, des EM. Donc là je vais rester en pixels tout bonnement. Je vais simplement lui réduire un petit peu la taille. Voilà. Donc l'espacement des mots. Que je vois quand même l'espace entre eux. L'espacement des lettres, je vais le mettre un peu moins conséquent. Je peux changer la hauteur de la ligne. Donc la hauteur qui sépare les lignes. D'accord. La bordure du texte. Comme on avait vu un petit peu la bordure, on avait vu d'autres propriétés de bordure. D'ailleurs, quand on met une bordure, ici on a une couleur qu'on peut venir choisir. Ensuite, la bordure, là on n'a pas ces éléments. Si, border style, donc les histoires de solid, de dotted, de ridge et autres, comme on a vu. La couleur de la police, donc ça on peut changer la couleur de nos caractères. La couleur de fond. Par exemple. L'ombre du texte. La police du texte qu'on voudrait utiliser. L'alignement de notre texte. Donc ça le border style on l'a vu. L'opacité de notre texte. Le horizontal shadow, donc ça c'est parce qu'on avait ajouté une... comment dire, les ombres. Donc on voit là l'ombre, je l'ai beaucoup décalé pour qu'on voit les éléments. Donc là on le voit légèrement, mais c'est blanc entre les éléments. Je vais agrandir, comme ça vous le verrez. Voyez, c'est un petit peu doublé. Donc horizontal, vertical, on peut régler cet espacement. On avait vu le blur, donc la façon dont ça rend un petit peu opaque, à moins net. Vous voyez, on voit toujours le blanc, mais il est un petit peu estompé. Et l'opacité, ça on avait déjà un petit peu vu.
Et voilà, visiblement. Après on a des options avancées. Donc on peut agir, parce que ça c'est un bloc qu'on est en train de styliser. On peut mettre les marges du bloc, comme on le voit. Les paddings, donc les marges à l'intérieur cette fois-ci. On peut définir une largeur de notre bloc si on connaît la largeur précise, et sa hauteur précise si on la connaît. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en plus. Le texte, on peut le mettre en gras. Donc là je vais enlever un petit peu ce truc là. Hop, 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 voilà. Donc on peut le mettre en gras, on peut le mettre en souligné, souligné au-dessus, en italique. On peut mixer les valeurs comme on voit. D'accord. En oblique, rayé, oblique, en majuscule, minuscule. Bref. On peut jouer avec toutes ces propriétés sur le texte, comme on les a un petit peu vues. Et au final, on peut récupérer le code CSS. Donc voilà, c'est notre paragraphe ici. Notre paragraphe, il a une propriété de style qui reprend tous les éléments de style. Voilà, qui s'arrête à peu près ici. Ou version, comme il dit, novice, c'est-à-dire le paragraphe et tout le style dans l'attribut style. Ou tout simplement, on crée ici une section style. Sur notre paragraphe, on applique la classe qu'il a utilisée, mais on pourrait renommer cet élément à notre guise. Bon, si on le renomme ici, il faut le renommer ici. Et bien sûr, là il l'a mis à l'intérieur, mais on pourrait déplacer cette règle dans un autre fichier, et pareil, toujours mettre la classe, ou cibler directement l'élément P pour tout ce style-là, par exemple. Etc. etc. Voilà, donc là on avait un petit peu un générateur pour du texte. Donc on pourrait le mettre aussi en favori. Donc ici on a un autre générateur qui va nous faire mettre des animations, des transformations, des transitions, des dégradés. Là pour créer des sortes de menus. Donc on verra, ça va nous aider par la suite à créer un menu. Pour créer des grilles. Donc ça aussi ça peut être très utile. Pour tout ce qui est les préfixages, quand on a du code CSS et qu'on veut le rendre compatible, on pourrait coder uniquement avec la propriété par exemple box shadow, et une fois que ça va être traduit, on vient ici sur préfixer, on donne notre code, puis lui il rajoute tous les préfixes. Par exemple pour le border radius, il a rajouté le WebKit border radius, pour le box shadow il a rajouté le WebKit box shadow, etc. Donc ça c'est une façon de faire pour ajouter les préfixes. Là c'est un logiciel apparemment qui nous permet de coder du CSS avec des clics. On peut avoir un tab designer pour designer des éléments de tab, tabulation en quelque sorte, un tableau étiqueté, on va dire. Le CSS3 qui nous permet de faire des border radius, des box shadow, des dégradés linéaires. Là, CSS3 info, c'est pour avoir des informations sur le CSS. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de sites, et ça c'est une des premières recherches que j'ai fait sur CSS3 outils, mais là il m'en propose 20, donc 2 fois plus. Donc beaucoup on va retrouver souvent les mêmes, bien entendu. Donc le CSS3 Generator, c'est pour ça qu'on a mis celui-là en favori. Le Patternify, donc ça permet de créer d'autres éléments, comme on voit. Le Gradient, là on en a un autre encore. Bref, vous pouvez faire le tour, c'est très vaste comme chose. Il y a plein d'outils qui peuvent vraiment vous aider. Donc là qu'on a fait un petit peu le tour des propriétés CSS3, et que la vidéo maintenant ça fait un bon petit moment, donc j'aurai pas le temps de styliser toute la page et tout
comme on le voudrait, donc ça on le verra dans le prochain tutoriel. De même qu'on va apprendre des autres choses aussi, tout simplement pour se faciliter encore un petit peu plus la tâche. Car coder du CSS, comme vous voyez, c'est souvent se répéter sur des éléments. Et il existe des façons un petit peu plus automatiques de pouvoir nous écrire par exemple tous les préfixes à notre place. Ou sur un simple clic sur l'interface, de pouvoir changer directement les couleurs, en direct, par exemple. Ah, on a encore pas mal de choses à voir autour du CSS. Le fait que je crée des pages ou des trucs comme ça, hein, c'est pas le plus important dans l'histoire, c'est plutôt ce que je vous explique, quoi. C'est pas la beauté de la chose, c'est surtout voilà, la façon dont c'est fait, et la façon dont on peut utiliser ces éléments, les imbriquer les uns dans les autres. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, pour continuer notre aventure dans le CSS, et continuer notre espèce de site de test pour le moment. Allez, sur ce, je vous dis ciao, allez, prochaine, et ciao, bye bye.